Ok, donc le sujet ce soir, c'est pourquoi le monde a besoin de UX. Ok, on y va. Ok, donc dans un article publié en 1998 dans la Harvard Business Review, deux consultants, B. Joseph Pine et James H. Gilmore, proposaient qu'une fois que notre système économique est capable d'offrir des produits et services essentiels, voire des produits superflus à des prix raisonnables, et qu'il n'y ait pas de différence qualitative entre ces différents produits et services aux yeux des consommateurs, la différence se jouera sur d'autres critères. Pour ces auteurs, c'est désormais l'expérience que propose une marque, un magasin, un lieu ou un service qui permet à des offres sinon impossibles de distinguer une manière de se différencier. Ils proposent même que le consommateur sera prêt à payer plus, ou du moins à attribuer plus de valeur aux biens et aux services qui offrent une expérience unique, ou une expérience qui peut être considérée comme meilleure ou supérieure. Toutes choses étant égales, ils soutiennent que le facteur important de différenciation est donc l'expérience proposée au consommateur. Moi, je vous propose que, comme c'était le cas pour les développeurs, les ingénieurs à partir des années 90, c'est aujourd'hui les designers en UX qui sont uniquement placés afin de profiter de la demande de leurs aptitudes et capacités dans une société et une culture qui seront basées de plus en plus autour de l'analyse, la conception, la gestion et le design de l'expérience utilisateur, dans une démarche qui est centrée sur l'écoute et l'analyse du besoin de ses utilisateurs. La transformation digitale en cours change non seulement les pratiques autour des applications et des logiciels, mais aussi les pratiques autour des commerces, des services et même les relations entre personnes. Il change notre rapport avec les produits et services numériques et sur les réseaux, mais aussi les relations qui se situent dans le monde physique, qui sont désormais diffusées aux milliers par des moyens numériques. Et enfin, il change aussi les relations économiques, commerciales, sociales et culturelles. Ce sont toute une gamme d'expériences qui doivent être analysées, étudiées, conçues et développées. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui a besoin du X-Design. Bon, avant d'aller plus loin, avant de cerner ce que c'est l'UX, l'expérience utilisateur, comment ces pratiques forment une discipline spécifique, mais peuvent aussi s'insérer plus largement dans la démarche du designer. Il est peut-être intéressant de s'attarder sur l'autre partie de cette locution, le design. Donc, qu'est-ce que c'est le design? Indépendamment donc du mot, ok, et des autres mots qu'on emploie pour définir ou pour le décrire, je propose que le design est une activité profondément ancrée dans l'humain et l'histoire de l'humanité. Je propose même que, au côté du storytelling, le fait de raconter des histoires, de les écouter, d'y attacher de l'importance, il s'agit d'une des activités qui nous marque, qui nous signale comme des humains, et en tant que tel, a contribué au développement des humains comme espèce occupant une place particulière sur cette planète. Nous pensions autrefois que le fait d'employer des outils était un trait spécifiquement, voire uniquement humain. Mais des observations plus récentes ont démontré que d'autres animaux aussi utilisent des outils. Les chimpanzés, les bonobos, mais aussi certaines espèces d'oiseaux emploient par exemple des brindilles ou des bâtons afin de dénicher de la nourriture, donc des insectes ou des larves, dans des trous, des tunnels, petits étroits, dans les arbres ou dans la terre. Il y a certainement d'autres instances d'animaux qui emploient de tels outils, mais cet exemple est suffisant pour démontrer que l'emploi des outils n'est pas une pratique réservée exclusivement aux humains. Toutefois, ces outils sont principalement des objets trouvés, même si nous pouvons observer des chimpanzés, nos cousins assez proches, qui arrachent les feuilles des brindilles afin de les rendre mieux adaptés à la tâche à accomplir. C'est-à-dire qu'ils adaptent intentionnellement des objets trouvés à leurs besoins. Et c'est dans cette notion d'adapter un objet à nos besoins, nos intentions, que réside l'origine de l'activité que nous appelons aujourd'hui design. Nos ancêtres trouvaient des objets, par exemple des silex qui avaient été cassés d'une certaine manière, et se rendaient compte que ce changement dans la forme les faisait mieux convenir à des tâches à effectuer, comme racler, couper ou frapper. À partir de cette réalisation initiale est venue l'étape suivante, le fait d'agir de manière délibérée, de casser des silex afin de créer des formes pour accomplir les tâches voulues.
Cette intervention, combinée avec les accidents des variations au cours de chemin, permet de créer des outils variés selon le besoin, ainsi que les raffinements et l'adaptation du processus. Nous rencontrons ici les premières prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le design, le processus de design, l'imposition d'une forme sur des objets qui sont devenus par la suite des objets manufacturés, et ce, selon les besoins humains. Du projet, donc le dessin, on arrive à la forme, le dessin. Pendant les millénaires qui ont suivi, ce processus a été affiné et étudié. Nous, les humains, avons aussi produit des outils afin de fabriquer des outils. Nous avons aussi sélectionné les matériaux que nous employons, mais le processus est identique. L'imposition de manière consciente d'une forme sur les éléments de notre environnement afin de mieux répondre à nos besoins. Aujourd'hui, le mot design est plutôt employé dans trois sens distincts mais liés. Le processus de déterminer le style, l'apparence d'utilisation d'objets manufacturés. La conception et la préparation d'objets manufacturés, particulièrement à travers des dessins ou des plans. Et enfin, le résultat de ces processus, qui référence le style, l'apparence, la parure ou l'esthétique de ces objets. Le mot design est aussi parfois employé, particulièrement par des personnes en dehors du secteur, afin de décrire l'apparence d'un objet manufacturé. Et dans ce sens, il tend à désigner quelque chose qui sera un peu tape à l'œil, clinquant ou graphique. Ainsi, quand on parle de design et designer, nous faisons généralement référence aux premières définitions, le processus par lequel nous concevons des formes satisfaisantes pour des objets manufacturés. Par contre, la fabrication et l'ingénierie se préoccupent plus des aspects techniques de production. Tandis que le champ des artefacts manufacturés s'est agrandi, l'action d'un designer est de plus qualifiée par le secteur dans lequel le praticien exerce. Que ce soit le design donc graphique, le web design, le design industriel ou le game design, donc fashion design, ou on dirait donc la mode, ou motion design. Dans un temps plus récent encore, la notion de design s'est ouverte vers la conception et organisation de services, de structures, de systèmes, ainsi que des usages autour des espaces, ce qui a étendu la discipline vers des activités telles que le design urbain, le design d'intérieur, le signalétique ou le wayfaring, c'est-à-dire l'étude et l'organisation des déplacements dans l'espace, ainsi que le design d'interaction, le design d'expérience, le sound design et le design des systèmes. Alors, quelles sont les propositions alternatives au procédé de UX design? Je propose d'en examiner deux. Le design selon les ingénieurs et quand le marketing s'empare du UX design. Le but étant de comprendre pourquoi ces deux manières sont, en l'absence des spécificités du UX design, insatisfaisantes. Design selon les ingénieurs est ce qui arrive quand on propose quelque chose parce que nous en avons la capacité, parce que les avancées techniques le permettent. Très souvent, les entreprises, les labs de recherche, les gens impliqués oublient de poser la question, est-ce que ceci correspond donc à un besoin? Pour un ingénieur, les critères de réussite seraient quand le produit livré correspond aux spécifications. Et souvent, les besoins des utilisateurs, les besoins sociétaux ne sont pas ou peu pris en compte. Si on laissait le design qu'aux ingénieurs, et j'exagère un peu, nous n'aurions qu'une seule forme de fourchette, ou de chaussure, ou de robe. À partir du moment où le problème a été résolu, pourquoi revenir dessus? Cela ne peut qu'engendrer des pertes de temps et de matière. On a des problèmes plus importants à traiter. En conséquence de quoi, les utilisateurs se trouvent souvent en train de s'adapter à l'offre, le produit, le bien, le service, plutôt que dans l'autre sens. Et une des choses qui s'ensuit est que quand il y a des problèmes, les utilisateurs s'auto-accusent en disant « je suis trop bête, je suis trop nul, je suis un incapable ». Quand ce n'est pas du tout eux qui sont à faute. Loin de là. Très souvent, les solutions sont tout simplement conçues comme ça. Je vous donne un exemple. La complexité des voitures modernes. Les voitures modernes sont devenues des ordinateurs sur rue plutôt que des objets mécaniques simples que les gens peuvent comprendre et réparer eux-mêmes.
C'est encore plus vrai des voitures électriques. C'est révélateur de lire dans la presse en ce moment que les fabricants de voitures sont en train de se mettre de mettre les chaînes de production au chômage technique, voire de fermer des usines à cause de la crise et des retards dans la fabrication des puces d'ordinateurs. Les puces et les autres composants informatiques sont devenus des parties essentielles, voire critiques, de la voiture moderne. Les dernières fois que j'ai loué une voiture pour un séjour de vacances, j'ai été incapable de comprendre la complexité des leviers, boutons et autres contrôles qu'on s'y trouve. Ne parlons même pas des écrans tactiles, sans système haptique, sans contour, physicalité pour identifier les boutons, les interrupteurs, seulement un panneau plat de verre. Ce qui est très bien sur votre téléphone et droit devant vos yeux, mais n'est pas forcément le cas quand vous êtes au volant d'une machine pesant plusieurs tonnes lancée à 60 km/h, voire plus, et où il faut garder les yeux sur la route et les autres voitures autour, au péril de votre vie ou de celle des autres. Lors d'un voyage en Angleterre, au volant d'une de ces voitures de location, nous étions incapables de changer l'affichage du tableau de bord de km/h en miles per hour, même en suivant les instructions dans l'épée manuel qui était fourni avec la voiture. En fin de compte, nous avons collé un post-it sur le tableau de bord qui listait des conversions kilomètres-miles pour des valeurs usuelles afin de respecter les limitations de vitesse. Et de fait, cette profusion de post-it autour des appareils devient une sorte de urticaire qui fait éruption autour des propositions technologiques. Une sorte de rustine fréquemment rencontrée quand les utilisateurs sont confrontés à des solutions technologiques impitoyables dans leur complexité. Ma voiture actuelle indique la mauvaise date sur le tableau de bord, au grand désespoir de mes enfants, car elle est si complexe et ardue de naviguer les menus et l'ordinateur de bord, et les erreurs ne se pardonnent pas et nous éjectent du système. J'ai même peur d'allumer le chauffage et la ventilation, surtout quand je suis au volant, car les menus et les boutons sont si complexes que je risque de déclencher une toute autre action à mon insu. Et ne me parlez pas des configurations de sécurité comme le régulateur de vitesse, le contrôle des distances et les autres mesures de sécurité. Ceci n'est pas un problème d'ergonomie, même si c'est lié. C'est clairement un problème d'expérience au volant. Si vous voulez un conseil de carrière, il y a actuellement un très grand besoin pour des designers UX dans le champ de la conception et la production d'habitacles pour voitures. Donc nous rencontrons assez souvent des problèmes de design menés par les ingénieurs dans la vraie vie. Donc, j'ai des amis, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant pour certaines personnes, mais ça arrive à tout le monde. Et contrairement à vous, mes amis m'envoient des photos d'interfaces, des interfaces qu'ils ont rencontrées. C'est comme une sorte de blague entre nous. Mais cela permet de documenter les petites dérives quand les problèmes de UI, des problèmes d'interface, deviennent des problèmes de UX. Cet exemple-ci est une machine dans une laverie dans le 11e à Paris. Et je mets au défi quiconque de comprendre au premier abord comment elle fonctionne. À la longue, vous allez arriver, parce que sinon, elle refusera de fonctionner correctement et vous n'arriverez pas à laver vos vêtements. En Occident, nous disons de gauche à droite, haut vers le bas. Il est logique alors d'utiliser cet acquis, cette manière d'aborder les choses quand on conçoit les interfaces, afin que la démarche paraisse naturelle, lisible pour les utilisateurs. Ceci est un problème, à premier abord, d'interface utilisateur et non pas d'UX. Mais quand le modèle casse, quand l'interface ne correspond pas au modèle mental d'interaction qu'on peut construire, ça devient un problème de UX. Cette machine est simple. Il y a deux actions à effectuer. Choisir la machine où nous avons placé notre linge sale et payer. Éventuellement récupérer le reçu ou la monnaie, éventuellement annuler une opération. Ok, on va voir. Donc, voici les parties de l'interface qui s'occupent du choix de la machine. Ok, il n'y a aucune autre logique dans ces choses-là. Ok, les choses ne sont pas liées ensemble. Ok, voilà, rien. Ok, maintenant, ok, ça c'est la part, ok, qui s'occupe du paiement. Ok, notre attention doit sauter d'un endroit, ok, vers un autre endroit, sans logique apparente.
OK, donc on peut mettre des pièces, OK, donc en 1 ou des billets, donc dans le lecteur de billets. On peut annuler, OK, et on peut recevoir la monnaie, ou on peut faire le carte bancaire et le reçu donc est à côté. On peut annuler, OK, et plus il y a une troisième manière de faire qui est les clés abonnées. OK, voilà, OK, donc voilà. Maintenant, regardez cette machine-là et essayez de vous mettre comme ça. OK, euh, donc l'ingénieur qui a conçu la machine a dû installer l'ensemble des éléments des circuits pour apporter des fonctionnalités nécessaires à la machine. Là, lui semblait le plus simple. Et encore, je suis prêt à parier que l'intérieur, c'est 90% de vide. Donc voici, par exemple, une contre-proposition. Les actions se déroulent désormais de gauche à droite, de haut en bas, par séquence. Je suis pas en train de dire que c'est parfait, mais comme point de départ pour faire des tests avec les utilisateurs, c'est déjà 1000 fois mieux. C'est plus évident, c'est plus lisible. Ainsi, l'expérience d'utilisateur sera déjà plus paisible, moins stressant. Ok, je signale aussi que ça, c'est un boulot qui m'a pris 1 heure et dans un logiciel de présentation, pas dans un logiciel de dessin ou quoi que ce soit. Donc cet exemple, comme les machines qui vendent le café, qui font souvent aussi des choses à contresens, et l'exemple qui va suivre sont intéressants parce que ne sont pas des fonctions essentielles. Il n'y a pas de question de vie et de mort ici. Ce sont simplement des exemples qui montrent le peu de réflexion autour de l'utilisateur, son modèle mental, et qui transforment donc une utilisation banale en expérience pénible. Ces petites choses sont donc intéressantes à étudier car elles démontrent l'utilité d'une bonne expérience utilisateur. Donc même s'ils sont voués à disparaître bientôt, tout le monde en région parisienne connaît les coupons de voyage RATP, appelés familièrement tickets de métro. Ce sont des petits bouts de papier cartonnés avec une bande magnétique sur le dos. Cette notion de dos, nous verrons par la suite, n'est même pas importante. Ce qui est important est le fait qu'on peut insérer les tickets dans la fente de la portique pour accéder au métro ou dans les bus, dans n'importe quel sens. Et cela fonctionne sans que nous ayons à poser des questions. Sauf si vous voulez démagnétiser le ticket en le laissant trop longtemps à côté de votre smartphone, mais c'est notre problème. La forme du ticket indique clairement comment l'insérer dans une fente. C'est un exemple très simple, très basique de ce que nous appelons l'affordance. Le ticket peut être employé avec la bande magnétique vers le haut, vers le bas, le texte à droite ou vers la gauche. Les voyageurs n'ont pas besoin de penser à la manœuvre. L'expérience est fluide, la plupart du temps sans friction. Le passage à travers le portique est optimisé en temps et en expérience. L'avantage ici pour les RATP est qu'en optimisant la fluidité du passage vers les quais, on maximise le nombre de personnes qui peuvent passer lors des heures de pointe. On se constate qu'il s'agit d'une expérience optimale pour tout le monde, la RATP, l'utilisateur, les autres voyageurs. Maintenant, la TAO. Donc, quand je rends visite à ma fille aînée, qui habite avec sa famille au sud d'Orléans, nous prenons généralement le train jusqu'à la gare des Aubrais, nord de la ville, et là, nous prenons le tramway qui nous déposera non loin d'où est-ce qu'elle habite. Afin de monter sur le tramway, du moins légalement, il faut avoir acheté des billets de la TAO, c'est-à-dire les transports de l'agglomération orléanaise depuis une borne sur le quai. Je ne parlerai pas ici de l'interface des bornes, car ça peut prendre plusieurs heures, et c'est d'ailleurs le sujet d'un workshop que j'anime de temps en temps. Donc voici le ticket de la TAO à côté d'un coupon de la RATP. Ils sont sensiblement proches par rapport à la taille, un morceau de papier cartonné imprimé et possédant une bande magnétique. Les lois et l'heuristique de l'UX et de l'interaction nous informent de l'importance de la cohérence dans les interfaces. Et surtout, comme l'expert en utilisabilité Jacob Nielsen nous fait remarquer, que nos utilisateurs passent 90% de temps, voire plus, dans d'autres apps, produits et services, qui vont apporter cette expérience et ces habitudes avec eux. Ces habitudes et usages venus d'ailleurs vont aider dans la construction du modèle mental que les utilisateurs vont employer afin de comprendre nos propositions. On n'est pas là pour réinventer la rue. Si l'utilisateur sait déjà effectué une action, une manœuvre, on profite de ces connaissances pour construire notre expérience. Alors bêtement,
Et vous voyez déjà pendre la fin de cette histoire. Je m'attendais que la machine à composter de la TO fonctionne comme la machine de la RATP. Mais nous avons encore des choses à apprendre. Vous pouvez légitimement voir ce qui peut arriver comme un problème de design graphique. Mais je propose qu'il s'agit d'un problème de UX. Et cela, ça sert ma proposition initiale que le monde a besoin d'UX. Un ticket est une interface. On n'y pense que rarement en tant que tel, mais c'est le moyen pour l'utilisateur d'interagir avec le système de transport. Il y a même une motivation très forte à composter son ticket, car il y a maintes affiches et stickers qui nous informent des pénalités à hauteur de centaines d'euros si on voyage sur le tramway sans composter son ticket. Ceci accessoirement est intéressant à noter, ce n'est pas l'achat, mais le compostage qui donne droit au voyage. Le TO est à ce moment-là déjà en possession de mon argent. De toute manière, le tramway arrive, nous montons à bord. Il y a devant moi une machine à composter avec une fente de la largeur du ticket. J'enfonce le ticket dedans, ou du moins j'essaie. Rien ne se passe. La machine refuse d'avaler le ticket. Il n'y a pas de bruit d'avertissement, pas de message à l'écran, rien. Comme lorsqu'on veut faire prendre un médicament à un petit enfant, on a beau taper la cuillère contre ses lèvres, rien ne se passe, on n'y entre pas. Donc il y a deux possibilités ici. Soit la machine est cassée, soit mon modèle mental de fonctionnement ou de comment fonctionne le monde est cassé. C'est-à-dire que la machine ne fonctionne pas comme je m'y attendais. Mais comme je crois avoir vu d'autres personnes utiliser la machine avant moi, c'est les casser, c'est donc de ma faute. J'essaie de nouveau. Je tourne le ticket et tente de l'enfoncer. Toujours rien. La machine refuse encore d'avaler le ticket. Retournons-nous encore à mon expérience avec la machine de la RATP. Je peux insérer mon ticket, peu importe le sens. Si la machine est cassée, elle refuse d'avaler le ticket. Si le ticket n'est pas valable, si elle a déjà été compostée, par exemple, a été démagnétisée, la machine bip, une lumière rouge s'allume. Donc une série de signes clairs qu'il y a un problème. Ici, je n'ai pas de signe de problème. Les preuves que la machine est cassée s'accumulent. Je retourne le ticket encore une fois. Je retente ma chance. Encore une fois, la machine refuse silencieusement. Je commence à guetter la présence d'autres machines afin d'éviter d'avoir à payer une amende extravagante. À ce moment précis, un voyageur derrière moi, voyant mon problème depuis un moment et le fait que je suis en train de retarder tout le monde, se penche vers moi, prend le ticket de ma main, le retourne, l'insère dans la machine, qui hoquette et le recrache. Il me montre alors le signe secret, une petite flèche cachée dans le graphisme du ticket qui indique comment l'insérer dans la machine. Je le remercie. Dans des situations semblables, ma femme demande comment je suis qualifié pour enseigner le design d'interaction et l'UX, car je suis si manifestement incapable d'utiliser un simple ticket sur un tramway. Mais, je réponds, ceci est au cœur du travail que je fais, de regarder la conception des produits, des services, de comprendre comment un système a été développé, probablement avec la meilleure des intentions de part et d'autre, mais qui, en fin de compte, en tant qu'expérience, échoue honteusement. Alors que se passe-t-il? Étudions la situation. Regardons cette photographie d'un droitier, moi, en train de tenir le ticket dans des circonstances normales. Je peux lire le texte, à peine certes, c'est très, voire trop petit, mais ceci est un autre problème. Mais je peux voir le sens de lecture, l'illustration aussi implique un sens non. Donc c'est probablement ainsi que je tenais le ticket quand j'ai voulu l'insérer dans la machine pour la première fois. Si on remarque la flèche, on a plutôt tendance à le prendre comme une fioriture graphique perdue dans le masse des éléments et non pas en tant qu'affordance indiquant comment l'insérer. Et comme indiqué sur la photo, la plupart du temps, votre pouce cache précisément ce signe. Et donc, voici comment un problème de design graphique, un problème de UI, casse l'expérience et devient un problème de UX. Donc, comment améliorer l'expérience? La TO pourrait utiliser la machine à composter qui prend des tickets, peu importe le sens, comme le font les machines de la RATP. Mais ceci est probablement la solution la plus chère, car ça voudrait dire remplacer toutes les machines qui sont a priori, sinon, en état de marche. La machine pourrait émettre un son et fournir un message d'erreur,
et de préférence indiquer le bon sens. Ceci reviendrait probablement cher aussi parce qu'il faudrait reprogrammer l'ensemble de ces machines si tant est les capacités techniques permettent d'émettre ces messages et ces signaux. Sinon, le bureau graphique de la RTP pourrait augmenter le contraste entre le texte et le fond, augmenter la force du corps, et plus important, changer l'orientation de l'impression, c'est-à-dire placer la bande magnétique à droite et rendre la flèche plus visible orientée vers le haut, afin qu'elle devienne une affordance claire sur l'emploi du ticket. Ceci n'est pas seulement la solution la moins chère, mais elle pourrait être implémentée dès la prochaine fois qu'ils ont besoin de commander d'autres tickets à l'impression. Avec ce ticket, la TO avait un seul boulot à faire pour le rendre utilisable facilement et de créer une expérience simple et sans stress pour les utilisateurs. Ils l'ont raté. Enfin, il y a une autre interprétation possible. Peut-être le ticket est conçu comme une sorte de tri, de filtre, de savoir si vous êtes un vrai Lyonnais et donc vous savez comment utiliser le ticket, ou si vous êtes un simple visiteur et touriste comme je suis devenu. De plus en plus, le marketing a approprié les outils, les méthodes et le langage du design thinking et de l'UX design. C'est tout de même assez logique, car nous avons vu l'importance que prend la prise en compte de l'expérience de l'utilisateur, le consommateur, l'emploi de l'expérience en tant qu'élément différenciateur entre les marques, les biens et les services. Mais une différence fondamentale sur la manière dont le marketing se déploie en relation avec l'UX design. L'UX design part du bas. Le marketing part du haut. L'UX design se concentre sur l'utilisateur, ses besoins, ses motivations, ses frustrations pour atteindre ou combler ses besoins. L'analyse de ces besoins est ensuite employée, l'analyse de ces informations est ensuite employée afin de concevoir des biens et des services qui correspondent aux besoins décelés. Mais rien n'empêche le travail de recherche en UX d'informer les messages et la démarche de la part du marketing. Mais le cœur de l'expérience découle des besoins de l'utilisateur. Or, le marketing est souvent basé autour des besoins du fabricant, de la société qui cherche à proposer des biens et des services. Comment peut-on mieux vendre ces produits? Quels sont les leviers, les messages, les canaux? Et dans ce cas, les besoins des utilisateurs sont mis de côté. Cette approche amène des aspects du UX design, comme la recherche en psychologie, neurosciences, comportement, les caractéristiques sociologiques, est exploitée afin de manipuler et donc créer des besoins artificiels. Ceci peut mener rapidement à la manipulation, à l'emploi de ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire l'exploitation des usages, des comportements et de la psychologie afin de pousser les utilisateurs vers les actions et des décisions qui, s'ils avaient été clairement informés, ils n'auraient pas repris. Le terme dark pattern, en français on doit dire interface truquée, a été créé par Harry Bridwell, docteur en sciences cognitives, qui a lancé le site darkpatterns.org en 2010 afin de signaler et documenter donc ces pratiques. Et en fin de compte, cette approche mène vers un manquement de respect pour les utilisateurs qui ne sont plus vus comme des gens, comme des personnes, mais par le biais d'une métaphore militaire comme des cibles. Il faut faire très attention au langage que nous employons. Et ceci est fondamentalement l'opposé de la philosophie du design centré sur l'humain. Pour nous, il s'agit de s'intéresser aux besoins, motivations, frustrations et comment combler ces besoins d'une manière qui soit respectueuse et éthique. Pour un travail de design, très souvent, ce qu'on obtient en fin de compte est quelque chose qui est conforme au cahier des charges. Donc, il faut faire très attention à ce que nous demandons. Les plateformes comme Twitter, Facebook ou YouTube ont été créées afin d'atteindre des masses critiques. Elles ont été conçues pour s'accaparer l'attention d'un maximum de personnes, mais pas pour ces personnes. Le problème de ces plateformes, fake news, harcèlement, shaming, des comportements antisociaux, etc., sont tous des conséquences d'un système conçu pour augmenter l'implication. En anglais, on parle de engagement, cette accaparation de l'attention à tout prix avant toute autre priorité. Un autre problème avec certaines formes de design est
c'est une sorte d'aveuglement lié à la nature ou au vécu des gens qui conçoivent le système. Quelque part, ils le conçoivent pour eux et à leur image. Je ne suis pas sûr que ceci soit délibéré. Je suis assez sûr que ces services, comme beaucoup d'autres, ont été créés par des gens qui sont autrement très gentils, bienveillants, avec le meilleur des intentions, et ils attendent à ce que les autres utilisent le système de la même manière. Dans le secteur du code, le secteur du développement, beaucoup des applicatifs sont créés en Californie par des gentils hommes blancs, hétéros, cis. Mais si ces systèmes sont réussis, ils seront ensuite utilisés par une vaste variété de gens. Cette liste n'est pas exhaustive et aucune des catégories qui vont suivre est exclusive. Donc les personnes peuvent appartenir à différents recrutements, c'est-à-dire des femmes de couleur ou des personnes d'ethnies différentes, des vieux, des personnes avec des handicaps, des personnes dans des relations non normatives, des gens avec des enfants qui s'occupent de parents âgés, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui vient de sortir de prison, quelqu'un qui a été blessé. Il y a peu de gens qui sont normaux. Quand on gratte la surface, il est facile de comprendre qu'il n'y a pas de normal, que chaque personne possède ses propres caractéristiques et besoins liés à sa situation et son contexte. Et ces situations changent avec le temps. Notre santé s'améliore ou s'empire. Nous vivons des ruptures ou nous fondons de nouveaux foyers. Nous vieillissons, nous déménageons, on se forme à de nouvelles tâches ou de nouveaux métiers. Nous faisons de nouveaux amis, nous abandonnons d'anciennes habitudes, nous en créons de nouvelles. Je vais vous proposer une citation de Tim Cook, le CEO d'Apple. Actuellement, l'entreprise ayant la plus forte capitalisation boursière dans le monde. En janvier 2019, lors d'un entretien avec la chaîne de télévision CNBC, il a dit « I believe if you zoom out into the future and look back and you ask the question, what was Apple's greatest contribution to mankind? It will be about health. » Donc je crois que si vous zoomez vers l'avenir pour ensuite regarder en arrière et vous vous posez la question quelle était la plus grande contribution d'Apple pour l'humanité, je crois que la réponse serait le secteur de la santé. Avec l'Apple Watch, Apple Fitness, les applications de suivi de santé et de bien-être sur les différents appareils de la société, il est tout à fait clair que ce secteur a de l'importance, est une priorité pour cette entreprise, particulièrement dans la vente de ses services. Et pourtant, quand Apple a lancé son application de suivi de santé sur l'iPhone, cette application ne mentionnait même pas, ne comportait pas la possibilité de suivre la menstruation. Oui, je sais que cela ne concerne pas toutes les femmes, mais c'est tout de même une très large partie. Il est difficile d'obtenir des informations précises concernant la répartition par genre des propriétaires d'iPhone dans le monde, mais globalement, les femmes représentent environ 50% de la population mondiale. Certaines études même semblent indiquer que les iPhones sont plus populaires auprès des femmes qu'auprès des hommes. Ainsi, Apple était en train d'ignorer un besoin assez fondamental d'au moins la moitié de son public. Et ce, dans un secteur que son PDG a déclaré être le plus important pour l'avenir de sa société. Quelle est donc l'expérience utilisateur pour les femmes dans tout ça? Que va penser une femme à propos de cet appareil hautement personnel, mais qui ignore une partie si importante de sa vie? C'est la façon de dire. Il y eut un tollé, et la version suivante intégrait un suivi santé plus proche des besoins des femmes, mais ceci fait partie d'un problème documenté sous le nom des femmes invisibles, Invisible Women. La plupart de nos produits et services digitaux sont conçus par de gentils jeunes hommes blancs, hétéros, cis, et destinés à de gentils jeunes hommes blancs, hétéros et cis. Savez-vous que la plupart des tests pharmaceutiques, des tests de nouveaux médicaments sont effectués sur les hommes, car les labos estiment que la biologie et l'hormone des femmes compliquent les résultats, ce qui fait que souvent on découvre des effets secondaires qui affectent ces mêmes femmes qu'une fois que ces produits ont été mis sur le marché. Ce n'est que récemment que les mannequins de tests de collision utilisés pour les tests de sécurité pour les voitures ont des formes féminines, afin de tenir compte de la taille et la répartition des poids différentes dans le corps des femmes. Et les fabricants de ceintures de sécurité ont encore du mal à comprendre que les femmes ont souvent des seins, ce qui peut poser problème pour le confort et la sécurité de ces dispositifs. Récemment, lors de la pandémie, les vêtements de protection étaient fabriqués pour la taille et la forme des hommes,
laissant aux femmes les protections trop grandes, couvrant mal le corps et créant ainsi des risques supplémentaires de contagion. Ok, et je veux hurler ici. Ceci concerne les femmes. Comme je disais, environ 50% de la population mondiale. Quel est l'espoir alors pour les personnes non binaires, les gays, les vieux, les malades, les tout petits, de toutes les vraies situations dans lesquelles des gens, toutes sortes de personnes s'y retrouvent? On n'y se retrouve pas. Donc voilà pourquoi il faut parler du design inclusif. Quand on parle du design centré sur l'humain, il faut garder en tête que l'humain n'est pas un état monolithique, mais c'est plutôt une espèce de bol tordu de, je ne sais pas quoi, spaghetti, avec un mélange d'états, de situations et de besoins. Et ceci n'est pas une discussion à propos de l'handicap ou de l'accessibilité, ou pas seulement. L'accessibilité prône la prise en compte des différents handicaps, la compensation nécessaire afin que les produits et les services soient au bénéfice de tout le monde, pas seulement les valides. Design inclusif nous incite à prendre en compte tout le monde, chacun dans sa complexité, ses capacités, ses origines, ses histoires, ses besoins, mais ceci au bénéfice de tous, dans le but d'améliorer l'expérience pour tout le monde, pas seulement pour quelqu'un qui serait labellisé handicapé. J'ai écouté l'excellent podcast 99% Invisible. C'est un podcast qui parle de design sous toutes ses formes. L'épisode que j'ai écouté parlait des curb cuts, des rampes sur les bords de trottoirs qu'on voit aux abords des passages piétons, parfois avec des bosses imprimées ou déposées sur le trottoir pour indiquer la présence pour les aveugles et autres malvoyants. L'émission expliquait comment, il y a 50 ans, des utilisateurs en fauteuil roulant, menés par un certain Ed Roberts, lui aussi un utilisateur de fauteuil roulant, militaient pour la création de ces rampes, ainsi que d'autres formes d'accès, afin de les rendre moins dépendants des autres pour des tâches très simples, comme traverser la rue ou accéder aux différents immeubles, et ainsi augmenter leur autonomie. D'autres encore faisaient des sorties nocturnes avec masse et ciment pour créer illégalement ces rampes quand la municipalité ne voulait pas ou tardait à agir. Aujourd'hui, cette caractéristique de l'architecture urbaine est complètement entrée dans nos habitudes. David, un ingénieur en urbanisme, indiquait dans les commentaires de l'émission, mais ça ne me venait même pas à l'esprit qu'il y avait une époque quand ces rampes n'existaient pas. En tant que designer en urbanisme, j'en dessine tout au long de la journée. Mais l'émission continue pour parler de l'effet curb cut, c'est-à-dire le bénéfice pour un public plus large venant de quelque chose qui était conçu initialement pour une simple question d'accessibilité. Pour les rampes au bord des trottoirs, cela comprend les gens avec des poussettes, pour des vélos, des trottinettes, pour les paniers à course à roulettes, pour des gens en roller, pour les livreurs qui poussent des diables, ou tout simplement quelqu'un avec une patte cassée pour qui le dénivelé des trottoirs est un obstacle temporaire. Quand on commence à chercher, nous tombons sur des centaines d'exemples qui semblent insignifiants à la base, mais où le design inclusif a créé un bénéfice pour tout le monde, pas seulement pour les personnes en situation de handicap. Les livres audio étaient créés au départ pour les malvoyants qui ne connaissaient pas le braille. Aujourd'hui, c'est une industrie qui veut plus d'1 milliard de dollars par an aux États-Unis simplement. Les logiciels de dictée, de transcription automatique, de reconnaissance vocale, secteurs d'assistants numériques comme Alexa, Siri, Google Home, etc., sont nés de la technologie assistive pour les personnes handicapées. Les ustensiles de cuisine, OXO, très populaires dans les pays anglo-saxons, ont été créés pour la femme du fondateur de l'entreprise qui avait du mal à utiliser les outils existants à cause de l'arthrose dans ses doigts. Quand vous utilisez des sous-titres sur Netflix, la technologie de sous-titrage a été d'abord développée pour les malentendants. Et pour les besoins de vidéoconférence, comme ça se passe beaucoup en ce moment, chaque école où j'interviens utilise un logiciel différent. Mais un de ces outils, Discord, emploie toute une série de sonorisations de l'interface qui m'informent quand mon intention est ailleurs, que quelqu'un tente de me contacter, ou tape un message, ou partage un document, ou a des problèmes de connexion. Tout ceci est dérivé des technologies assistives pour les gens qui ont des difficultés pour suivre ce qui se passe à l'écran et pour qui ces indices sonores sont un moyen principal d'interaction avec le logiciel.
Pour moi, c'est un bonus très utile. C'est donc une des conséquences merveilleuses du design inclusif, en fin de compte, que cela apporte des améliorations dans l'expérience de la vie de tous les jours, dans notre expérience du monde. Donc, comme nous avons besoin de la prise en compte de démarche UX design est au cœur de l'ensemble des processus, pas simplement dans le secteur technologie ou de design. Le design est simplement le moyen que nous utilisons pour arriver à une solution. Le design UX est présent de plus en plus dans tous les secteurs de design, que ce soit le game design, motion design, la mode, visual design, le design de produits, ainsi que les interactions qui jalonnent notre vie de tous les jours avec des institutions comme l'État, les gouvernements locaux, la police, la santé, donc les médecins, les cliniques, les services d'urgence, les hôpitaux, le paramédical, l'industrie, les services, conception d'app, les services comme la poste, l'électricité et le gaz, donc tous les trucs d'énergie, l'eau, le finance, les assurances, le voyage, le commerce, de personne à personne. Entre parenthèses, cette liste devrait aussi servir pour montrer que le potentiel pour l'emploi pour les designers UX est actuellement sans limite. Je voudrais opérer une autre déviation et donner un exemple de comment chez moi on utilise l'UX design à la maison. Donc c'est comme mon tour de faire des courses. Je fais comme tout le monde, je regarde le frigo, les placards, je regarde ce qui manque, je rajoute à la liste. Mais assez souvent, je constate qu'on a des produits périmés, ce qui veut dire du gaspillage, qui est de l'argent dépensé pour rien. Et même avec un frigo rempli d'aliments sains, il y a toujours la question de quoi préparer. C'est le tour de qui de le faire. Donc un jour, nous sommes assis à table, parents et enfants, pour lister les plats que chacun aimait bien, ou aimait cuisiner, ou qu'on aurait aimé manger, etc. Puis, on a assemblé les listes et créé une série de petites cartes avec des illustrations qui représentaient ces plats. Ces cartes nous fournissaient ensuite un outil pour discuter, organiser et planifier les repas de la semaine. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de noter les jours et les plats qui étaient responsables de faire des courses. Au début, c'était une activité que les enfants trouvaient rigolo, mais l'avantage était que ça nous obligeait à penser, à discuter, à planifier ensemble. En UX design, cela s'appelle la co-création, quand on associe les utilisateurs à la démarche de création et dans l'élaboration de solutions. Certes, ce n'est pas parfait. Il y a des moments qu'on n'utilise pas ces cartes. Je les ai sorties récemment afin de discuter de comment les réviser et comme les enfants grandissent, comment incorporer et signaler des repas qu'ils sont capables de préparer et aussi comment partager les tâches avec eux. Ceci demande l'avantage des pratiques UX dans la vie de tous les jours. On se ressemble pour partager les besoins, les motivations, les envies. Même s'il n'y a pas d'autres bénéfices, ça c'est déjà quelque chose. Mais il y a aussi le joie simple de manipuler des objets tangibles, des cartes, dans un monde de plus en plus dématérialisé, désassemblé, de construire cette image des repas pour la semaine à venir. Les émotions, le ressenti font aussi partie intégrante de l'expérience. Donc j'ai mentionné joie. Ceci est souvent cité avec delight, donc le plaisir en le sens d'émerveillement, comme un des produits de l'UX design, l'idée de fabriquer des expériences merveilleuses pour les utilisateurs. Tandis que c'est une notion agréable, cela peut aussi être dangereux. La joie n'est pas forcément l'émotion qu'on peut cultiver si, par exemple, on travaille à rationaliser le triage dans un service d'urgence, ou si on travaille sur une app à prévenir le harcèlement de rue. Il doit y avoir un alignement cohérent entre le produit et le service auquel nous travaillons et les secteurs d'intervention et l'expérience qui correspond. Le schéma en nid d'abeille sur l'expérience utilisateur, développé par Peter Morville lorsqu'il travaillait à Google, est fréquemment référencé pour indiquer les bases fondamentales d'évaluation d'une expérience. Ces concepts sont tous importants, mais à mon avis, il en manque un essentiel.
Nous entendons souvent qu'un des mots les plus importants dans l'UX est l'empathie. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Tandis que je peux comprendre l'importance de cette idée, il implique que nous pouvons vivre et comprendre l'expérience d'autrui en se mettant à leur place. Et parfois, cela est impossible. Est-ce que je suis vraiment capable de comprendre l'expérience d'une jeune femme gay qui a peur de faire son coming out? Suis-je vraiment capable de comprendre comment c'est de vivre sans un membre, une jambe par exemple? Les cartes, Method Cards de chez IDEO, oui, c'est encore des cartes, donc une sorte de thème ici, proposent des exercices pour tenter de se mettre dans la peau de l'autre, de créer de l'empathie pour l'utilisateur. Ici, le fait, par exemple, de porter des gants pour simuler la perte de sensation, la maniabilité, donc avec l'âge, ou dans certaines conditions médicales. Et c'est une démarche utile, essentielle même. Mais le mot que je veux proposer est un autre. C'est le respect. Je ne peux pas vivre votre expérience, même si je le veux. Mais je peux aller à votre rencontre, vous écouter et respecter votre vécu, et garder ceci au cœur de mon processus de travail. Et je propose aussi que ceci est en relation avec la notion de design inclusif, qui nous mène vers un autre mot essentiel, l'éthique. Nos actions ont des conséquences, et tandis que je peux avoir du respect au cœur de ma pratique et nos actions, cela ne suffit pas. Il y aura des moments où il y aura un conflit entre les besoins de l'utilisateur et les besoins du client. Et même si le client nous paye et se fait mettre la nourriture sur la table et garde un toit au-dessus de nos têtes, ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Il y aura des moments quand il y a des mauvais choix sans chemin facile, des choix entre une mauvaise proposition et une légèrement mauvaise. C'est à ce moment que l'éthique, notre propre rayon d'illumination, doit nous indiquer le chemin à suivre, où il faut tirer les traits et de dire ceci est possible, désirable même, ou de dire non, je ne peux pas aller par là. J'ai déjà mentionné plus tôt qu'on obtient en fin de compte ce qui conforme cahier des charges. Alors attention à ce que nous demandons. Et j'ai listé une partie des problèmes avec Twitter, Facebook, YouTube, etc. Mais ces services ne sont pas fondamentalement négatifs. Ils ressemblent des gens, leur donnent un lieu, se rencontrer pour parler, pour organiser, pour construire des relations, des connexions, des lieux pour apprendre, éduquer, découvrir, explorer. Mais parfois, je ne peux pas m'empêcher de penser comment seraient ces services s'ils avaient été conçus dès le départ avec une notion de respect et d'éthique au cœur de la proposition. Donc, qu'est-ce qui nous importe dans l'UX design? Il est centré sur le humain. Cet humain peut être un consommateur, mais il est d'abord un être humain. Et cette personne a des besoins, des motivations, des frustrations. Et c'est notre travail de les comprendre dans le but de construire des réponses, des propositions qui accompagnent cette personne pour répondre aux besoins. Nous nous préoccupons dans la vie de tous les jours de comment les émotions et les ressentis sous-tendent et influencent nos besoins et nos décisions. Et on doit aussi se souvenir qu'on ne conçoit pas des expériences, mais seulement les conditions dans lesquelles ces expériences peuvent avoir lieu. Le UX design est un ensemble de pratiques, de méthodologies, d'outils qui cherchent à comprendre, analyser, valider les besoins et les ressentis des êtres humains afin de proposer des solutions qui soient pertinentes, reproductibles, vérifiables, respectueuses et éthiques. Pendant longtemps, les secteurs de design, accompagnés désormais de production des avancées technologiques, ont été tournés vers l'accumulation de biens, d'artefacts et de services, d'appareillage afin de nourrir une offre incessante de nouveautés. Les processus de l'UX design, du design inclusif, du design centré sur l'humain posent des bases d'une nouvelle démarche qui s'articule autour de l'écoute des vrais besoins des uns des autres. Ce processus tient compte de nos manières d'être et de penser. Ce processus agit éthiquement avec respect pour les gens et pour la planète. Besoin du UX design. Parce que le cœur de notre pratique se trouve l'humain et ses besoins. La réponse n'est pas technologique, n'est pas digitale, n'est pas dans les réseaux, c'est dans l'humain. L'UX design prône un monde qui tient compte de tous les humains,
dans la diversité et la différence, avec des besoins qui évoluent au fil du temps dans un monde avec ces changements en accélération, que ces changements soient sociétaux, climatiques, culturels, économiques, toujours humains. Voilà pourquoi le monde a besoin du UX design.